Bonjour à tous, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'accueillir Claire Auduit dans notre cycle Avenue Centrale. Et Claire est ici pour vous parler en fait de ce que j'appellerais une aventure littéraire, documentaire et éditoriale. Parce que son parcours est marqué par le fait qu'elle a fait d'abord une thèse sur l'écriture du théâtre dans les camps de concentration. Et puis, au cours de cette recherche doctorale, elle est tombée sur un inédit, sur une thèse écrite par un jeune enfant déporté. Une pièce, oui. Une pièce de théâtre écrite par un jeune déporté dont elle va sûrement vous parler davantage. Et ça a été le point de départ de cette aventure qui a amené le développement d'une maison d'édition, Rodéo Dames, dont vous avez quelques exemplaires apportés ici et dont Claire parlera aussi. Et ça l'a amené, avec d'autres, à développer ce qu'elle appelle, si je ne me trompe pas, une écriture du théâtre du réel, théâtre documentaire, théâtre aussi de l'extrême ou des extrêmes. Parce que c'est ce qui l'amène à aller au contact de toutes sortes de gens qui sont généralement considérés comme sans voix, sans parole et que l'on écarte, donc les exilés, les migrants et tous ceux pour qui l'accès à la parole est contrôlé ou difficile. Et dans une démarche compliquée, Claire Auduit va aller vers ces gens-là et leur offrir un accès à la parole qui va passer par de l'écriture littéraire. Avec ça, j'essaye de résumer une partie de son activité, mais vous comprenez bien que ça l'amène aussi à écrire de manière engagée, à toucher des questions politiques très, très directement. Et je pense que dans ce qu'elle va nous présenter, il y aura tous les aspects que je n'ai pas abordés. Donc je lui laisse la parole. J'espère que vous y trouverez du grain à moudre, des questions à poser. Et Claire, à toi la parole. Merci Isabelle. Je viens de Strasbourg. Je pratique effectivement ce que j'appelle un théâtre documentaire, une écriture du réel, pour être encore plus simple, encore plus transparent. Ma méthode de travail, c'est celle de partir en immersion, en observation, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le temps nécessaire pour observer un groupe, observer une population, observer un système de fonctionnement, essayer de tisser des liens aussi, de nouer des contacts, parce que je me suis rendu compte au contact de mon mari qui est journaliste, que quand on a 1 heure d'interview, on a une espèce de résumé de la pensée, et puis quand on passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a encore autre chose, on a ce quotidien, on a peut-être aussi des choses qui échappent à notre interlocuteur, qui transpirent, qui transparaissent à travers ce quotidien, à travers des corps, à travers des silences. Il ne s'agit pas uniquement du discours construit par l'interviewé, mais aussi tout ce qui peut constituer voilà, ces silences, ces absences, ces creux, et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc ma méthode de travail est celle-ci. Je pars avec ma petite valise dans un endroit et j'essaye d'apprivoiser ou d'être apprivoisé, on sait jamais trop dans quel sens ça se passe, pour essayer de délier la parole, ou tout du moins d'avoir un contact. Et puis parfois c'est surprenant, parce que parfois c'est des personnes à qui on penserait pas, qui vont faire le lien. Je pense notamment à mon immersion dans une communauté rome à Strasbourg, qui a donné la pièce Dieu, les caravanes et les voitures. Et pour cette expérience et cette immersion, ce sont les enfants
qui m'ont ouvert les portes des caravanes et des familles, puisque les parents, les grands-parents ne maîtrisaient pas encore bien la langue française, étaient en apprentissage, tandis que les enfants, eux, allaient à l'école. C'est obligatoire si on veut garder la caravane, c'est dans le règlement. Il ne faut pas avoir plus de 2 ou 3 absences injustifiées, sinon la famille entière doit rendre la caravane qui est prêtée par la ville de Strasbourg, en l'occurrence. C'est une étape en vue d'accompagner les familles dans des appartements. Et donc les enfants sont assez consciencieux et se rendent à l'école. Et ça permet en fait d'avoir un interprète pour la famille et une porte d'entrée. Et donc j'ai commencé, pour Dieu, les caravanes et les voitures, à jouer au football pendant de longues après-midi. Bien que je ne sois pas très sportive au demeurant, avant de pouvoir avoir accès à un goûter d'anniversaire, à un premier repas partagé, ce qui m'a permis d'entrer dans l'intimité de ces familles et d'avoir enfin accès aux témoignages, aux échanges et aux débats. Peut-être assez rapidement, puisqu'il me semble que c'est plutôt court comme exercice, vous faire entendre peut-être quelques extraits pour vous donner à découvrir ce que peut être le théâtre documentaire, qui va être une écriture qui va refuser la fiction, mais qui ne va pas se refuser la poésie ou l'humour ou le passage par d'autres vecteurs. C'est-à-dire que quand on fait des pièces de théâtre documentaire, parfois on a des illustrateurs à nos côtés qui travaillent. Je trouve pas que ce soit une trahison, je trouve que c'est une traduction, une interprétation, bien que ce ne soit pas du théâtre, du dessin documentaire à proprement parler quand je suis accompagnée, parce que la plupart du temps, les illustrateurs ou les artistes qui m'accompagnent pour la restitution en théâtre n'ont pas été avec moi dans les périodes d'immersion, donc n'ont pas connu les visages, n'ont pas connu les voix, n'ont pas connu les souffles de ces personnes, mais s'appuient uniquement sur le matériau écrit et littéraire que j'aurais pu produire. Donc voilà, le théâtre documentaire ou le théâtre du réel m'amène en fait dans différentes sphères, et parfois le théâtre documentaire permet aussi des débats et des discussions. J'en parlais tout à l'heure avec Alain au sujet de la prison, et puis mon théâtre documentaire m'a amené à une des expériences les plus intenses, qui était celle de partir en Israël dans le cadre de ma thèse de doctorat pour recueillir des témoignages de survivants de la Seconde Guerre mondiale qui avaient pu faire du théâtre dans les camps de concentration à l'époque. Et puis en me rendant en Israël, je me suis laissée aller à observer ce qui se passait au-delà de mes grands témoins, à observer cette société et à aller en fait de l'autre côté du mur, physique et puis intellectuelle ou morale ou dans nos têtes. Et donc je suis allée aussi au contact des Palestiniens, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recueilli des paroles du côté israélien et du côté palestinien, et je suis revenue avec ce qui pourrait ressembler à de la matière journalistique, c'est-à-dire juste des notes d'entretien. J'essaye en général de ne pas avoir trop de personnes entre le témoin et moi, si c'est possible de ne pas avoir d'interprète, même si la langue va être chaotique, on va réussir à trouver quand même des portes d'entrée, parce que dès lors qu'il y a un interprète, il est nécessaire, si on n'a pas de manière de communiquer, mais il y aura déjà une première passoire, un premier tamis que j'essaye vraiment d'économiser. Et donc en l'occurrence pour la pièce Frères ennemis sur le conflit israélo-palestinien, ce sont des paroles recueillies des deux côtés du mur, que j'ai mises côte à côte, et ce qui n'est pas possible dans la vie de tous les jours, en l'occurrence pour les personnages de cette pièce, c'est-à-dire de s'adresser la parole entre eux alors qu'ils vivent quasiment au même endroit, mais qu'il y a un grand mur. La pièce de théâtre permettait un débat et un dialogue entre le côté israélien et le côté palestinien. Voilà. Et pour l'écriture, j'appelle ça des personnages, mais en fait vous avez bien compris que ce sont des personnes avant que d'être des personnages. Ils deviennent personnages sous ma plume. Je fais appel parfois aussi à des personnages par le prisme de personnages chorales. Donc en fait c'est un personnage qui porte un prénom, mais qui se fait l'écho de plusieurs personnages, plusieurs personnes qui ont un peu le même statut.
Je m'explique. Ça va notamment être le cas de Ayal dans la pièce Frères ennemis, qui est un ancien soldat de Tzahal. Tzahal, c'est l'armée israélienne. En fait, tout le monde, tous les citoyens d'Israël sont d'anciens soldats de Tzahal, puisque le service militaire est obligatoire, 2 ans pour les filles et 3 ans pour les garçons. Et donc, a priori, sauf si on est objecteur de conscience, ce qui est un peu difficile à tenir dans la société israélienne, parce que pour la suite de la carrière, ça va être difficile. A priori, tout le monde est un ancien soldat de Tzahal. Sauf que certains ont décidé de passer par l'association Breaking the Silence, Cassons le silence, pour raconter ce qu'ils ont dû faire lors de leur service militaire. Et donc Ayal, c'est mon personnage à moi, représente Ayal Kantz, un ancien soldat de Tzahal que j'ai rencontré, mais je mêle à la voix d'Ayal d'autres témoignages qu'on a pu recueillir auprès d'anciens soldats, notamment des membres de l'association Breaking the Silence, qui a pour but de faire raconter des citoyens de la société israélienne des actes, des exactions, des engagements qu'ils ont dû mener. Et donc pour la pièce Frères ennemis notamment, il y a ce personnage Ayal qui est en fait porteur de bien plus que sa propre parole. Je vais vous donner à entendre un extrait d'interview qu'on a réalisé à Hébron en juin 2012 et que j'ai retranscrit mot à mot pour la première partie qui est entre guillemets, et puis ensuite vous allez découvrir une écriture un peu plus poétique qui vient compléter ce qu'on appellerait plutôt une écriture journalistique ou testimoniale. Alors voilà pour ce personnage d'Ayal. Je crois que nous voulions être de bons soldats, obéir en restant humains, intègres, être aimables avec les Arabes, nos voisins, nettoyer au mieux les maisons que nous occupions après notre passage pendant les manœuvres, donner un bonbon à un enfant réveillé en pleine nuit par les cris de ses parents parce que nous venions de forcer la porte, rester poli en toutes circonstances, même quand il s'agit de détruire une route palestinienne au bulldozer. Et puis, j'ai compris que je ne pourrais jamais être un bon soldat d'occupation. Quand vous dites à quelqu'un « Désolé, le checkpoint est fermé aujourd'hui, rentrez chez vous », vous pouvez le dire aussi gentiment que vous le voulez. Vous resterez un salaud d'occupant. Un salaud d'occupant. Je ferme les guillemets et je démarre mon écriture. J'ai dans ma tête leurs cris, leurs voix, devant les portes de leurs maisons en flammes, ceux de la nuit et du jour, de la colline en feu où dont le fils aîné est mort, ceux qui coururent alors qu'il fallait marcher, ceux qui marchèrent alors qu'il fallait courir, tout cela qui se tairait, ceux qui espéraient encore et ceux qui se protégeaient, ceux qui cherchaient à passer, ceux qui pensaient qu'une issue était possible, et ceux qui ne pensaient rien du tout. Parfois la nuit, je les entends, leurs voix, devant les portes de leur maison en flammes, et nous en contrebas, qui allons à la prochaine maison, mettre le feu, et une autre famille au dehors qui crie, leurs voix, devant les portes de leur maison en flammes. Alors voilà un extrait qui vous montre l'imbrication. Dans le texte, c'est entre guillemets. Par contre, sur scène, vous n'êtes pas en mesure de savoir ce qui est exactement le souffle de Ayal, c'est-à-dire toute la première partie jusqu'au moment où je vous ai spécifié que c'était la fin de son témoignage, et la deuxième partie qui est mon écriture, à la suite de ce que j'ai senti en Ayal, à la suite des rêves et des cauchemars qu'il m'a confiés et qu'il fait en fait chaque nuit de revoir ses familles, qu'il a dû chasser. Un autre exemple. Toujours pour Ayal, et vous allez entendre à la fin de l'extrait. Donc ça aussi c'est Ayal qui me l'a raconté. Je l'ai réécrit, mais j'ai gardé son récit, j'ai gardé sa trame, j'ai choisi d'autres mots. Et puis à la fin vous allez entendre plusieurs citations. Ça me permet en fait de mettre des citations que je trouve interpellantes et intéressantes, qui en l'occurrence ont été prononcées par Golda Meir. Je voyais pas bien comment sinon mettre ces citations, et vous allez découvrir en fait l'imbrication à nouveau entre plusieurs statuts de parole. Voilà, toujours Ayal donc. J'ai un fils, un bon petit gars, nationalité israélienne. Il a 9 ans. Avec sa classe, il est allé dans un cimetière. Chaque enfant a dû choisir un mort à adopter. Un mort pour chaque petit vivant. Un mort au combat ou dans un attentat. Un vivant pour chaque mort. Le surlendemain, je suis allée voir son maître. Je refuse que mon fils de 9 ans soit le parrain d'un mort au combat. J'ai été convoquée après le Shabbat. C'était une nouvelle directive du ministère. Je n'avais rien à dire. Israël a dit que. Mais Israël dit beaucoup de choses. Et je ne sais pas s'il faut toujours tout écouter et suivre à la lettre. Peut-être Israël se trompe-t-il parfois comme cela arrive à tout un chacun.
Israël avait un jour dit, ouvrez les guillemets, les Palestiniens, ça n'existe pas. Fermez les guillemets. Puis Israël avait déclaré, ils existent, mais ce sont des Jordaniens, des Arabes qui ont déjà 22 États. Israël avait encore dit, ils existent, mais ce sont des terroristes avec lesquels on ne peut pas parler. En 1993, à Oslo, on déclara que leur existence a été reconnue, mais aussi leurs droits internationaux. Parfois, Israël dit que, mais parfois, Israël se trompe d'eux. Voilà une manière un peu détournée de faire entendre voilà, plusieurs statuts. C'est bien Hayal qui parle et pourtant il se fait le porte-parole de certaines personnalités du gouvernement israélien. Il y a une écriture beaucoup plus poétique qui cohabite avec celle-ci. Je vous ai choisi ce personnage d'Hayal parce qu'il me permettait de parler voilà, du statut des personnages choraux et aussi cette écriture documentaire, testimoniale et de citation mêlée à mon écriture à moi documentaire. Je voulais peut-être aussi vous faire entendre les moments où je reste au plus près du souffle de mes témoins, de mes personnages. Vous allez découvrir là un autre rythme de parole, un autre registre, une autre manière de s'exprimer. C'est parce que je suis restée vraiment là au plus près des paroles rapportées. On va donc entendre là le témoignage de Riyad, qui est un détenu que j'ai rencontré à la maison d'arrêt de Chaumont, en Haute-Marne, pour l'écriture de la pièce Pas de chips au paradis, qui donne la parole à 3 groupes que j'ai rencontrés, des détenus, 3 groupes qui n'ont rien à voir, des détenus, des migrants et des jeunes qui essayent de rebondir et qui sont à l'école de la deuxième chance. C'est leur témoignage qui cohabite dans cette pièce et à chaque fois ça marche par chapitre et chaque chapitre porte le nom d'un des personnages. Le gardien, Céline, Mariam, Meriem, Nadejda ou bien Madame Riyad en l'occurrence. Donc là c'est pour les paroles rapportées. Ma femme, c'est une Française, elle est pas croyante. Moi je suis musulman et arabe, alors pour ses parents c'était pas facile. Ses parents ils pensaient attends, on n'est quand même pas chômeurs au point que notre fille, elle épouse un immigré. Bonjour, je m'appelle Riyad. Oh, les Riyad de la télé, regarde ce qu'ils font. Dans les têtes, ça fait souvent Riyad, musulman, arabe, terroriste, comme ça, d'un seul souffle. Tu respires surtout pas dans la connerie quand tu l'as dit, sinon ça risquerait d'oxygéner ton cerveau. Il manquerait plus que tu penses à ce que tu viens de déblatérer, déconne pas. Hein. Ou peut-être que ses parents, à la nuit venue, ils ont espéré que je sois pas un vrai arabe. Pas un vrai musulman. Un petit beurre, quoi. Un pas tout à fait vrai. J'entends souvent les gens dire « Riyad, ça sonne... Riyad, c'est pas vraiment... enfin, Riyad, c'est pas... Attends, moi je suis plus direct. Riyad, c'est juste le prénom que ma mère, elle voulait pour moi. » Et puis, un deuxième extrait de Miloud, en l'occurrence, pour vous permettre d'entendre à quel point il y a mon écriture, et puis il y a vraiment ce que j'appelle voilà, le souffle, la parole réelle, brute de mon personnage. Alors on va découvrir Miloud. Je suis algérien, mais j'ai toujours été français. Je suis arrivé ici en 62, avec la sensation de partir de France et d'arriver en France, de changer de région. C'était un tout petit peu plus que ça. Pourtant, enfant, j'avais fait du foot et la bagarre avec les Français. J'avais porté les courses, j'avais travaillé au marché pour les Français. J'ai grandi avec les Français, enfin, on était tous Français, non? Ça, c'était sur la carte. Mais c'était qu'un mot, être Français, c'était pas une réalité. Beaucoup, c'était jamais trop pour moi, je rechignais pas aux affaires. Maintenant, j'ai plus de 70 ans, ma vie, elle est derrière moi. Mes enfants, ils sont tous Français et finalement, je suis le seul de la famille à être algérien. En fait, je suis ni français ni arabe. Le reste, c'est les soucis d'un vieux maçon qui a passé sa vie à faire un travail d'arabe dans un pays qui voulait pas de lui. Ma femme, elle est partie il y a quelques mois. Je compte pas, comme ça ne m'éloigne pas d'elle. Je préfère dire il y a pas très 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 longtemps. Comme ça, son odeur, elle reste encore près de moi. Je vais vieillir ici. Je vais mourir ici. Je le sais. Mais avant que je meure, il faut que vous goûtiez mon couscous. Parce que c'est le meilleur. Et que je le fais avec mon cœur. Un cœur d'arabe, un cœur de français. Tu sens pas la différence quand tu manges mes pois chiches. C'est moi que je les ai plantés. Je te jure que c'est la vérité. C'est moi que je les ai cultivés, les légumes. Et c'est seulement ça qui fait la différence.
Alors là, vous entendez bien l'imbrication entre la parole de Miloud, sa manière de parler, sa pensée, et puis voilà, mon écriture à moi. Voilà, nos deux voix qui se mêlent finalement, et là où je me fais porte-parole, voilà, des personnes que je croise. Parfois aussi, je vous le disais, c'est le corps qui va parler, c'est les silences, c'est tous ces petits gestes, ces petits regards qui vont trahir. C'est parfois aussi des paysages, c'est parfois aussi des absences. Et ça m'est arrivé pour la pièce Les Migrantes que j'ai écrite à Genève en 2013. Je me suis rendue dans un espace d'accueil temporaire pour des femmes, et ce sont des femmes qui accueillent d'autres femmes. Il n'y a pas un seul homme dans l'histoire, eu égard à ce que les femmes ont vécu en chemin ou dans leur pays, et eu égard aussi au système patriarcal qui a encore cours dans les familles d'un certain nombre de ces femmes. Et quand j'ai rencontré Sajida, elle était à l'époque juge en Afghanistan, et Sajida ne pouvait pas me parler. C'était pas possible. Pas juste à moi, elle ne pouvait pas nous parler tout court. Un, parce qu'il y avait l'obstacle de la langue. Deux, parce qu'il y avait un trauma immense de tout ce qu'elle avait vécu. Et trois, parce que j'étais tout simplement une étrangère pour Sajida. Et Sajida, finalement, s'est mise à mimer tout ce qu'elle avait à me raconter. Et je savais pas bien comment faire, alors je retranscrivais dans mon carnet, elle mime avec sa main, elle fait un chiffre 3, et donc finalement je vais vous faire entendre comment j'ai finalement fait pour retranscrire les gestes de Sajida en mots. Sajida était juge en Afghanistan, avant que le pays ne soit décimé par la guerre. Elle mime avec sa main et dit ne pas savoir comment son mari est mort en prison. Pendaison, et elle serre son cou. Par balle, et elle pose son index sur sa tempe. À l'arme blanche, et elle trace une ligne sur sa gorge. Quand on parle des morts, il nous écoute. Sajida espère que son mari l'entend de là où il est. Elle passe une partie de ses nuits à lui confier tout l'amour qu'elle a. Mais dans la nuit, Sajida parle à une ombre qu'elle ne voit pas. Leur fille avait 2 ans et demi et aucun souvenir de son père qui mourut au cachot. Quand leur fille eut 6 ans, Sajida fut elle aussi enfermée et mise au secret. 3 pièces, et elle lève les doigts. L'une pour les peines de 5 ans, l'autre pour les peines de 10 ans, la dernière pour les peines de 20 ans, pardon. Sajida garde l'index levé. Condamnée à 10 ans de prison, elle ignore pourquoi une dizaine d'hommes la frappent presque chaque jour, sans même lui laisser le temps de répondre. La nuit, Sajida brode des mots. Elle les accroche à ses volets et espère que l'âme de son mari les lira. Sa main esquisse un cercle. En prison, la tête tourne. Tu ne dors plus, tu ne rêves plus. Tes membres enflent, désenflent. Tu perds tes cheveux, tu saignes, tu pleures. Elle mime encore en levant les bras. Elle était pendue par les poignets. La torture durait 2 jours. Et puis, elle était détachée et remise au cachot parce que ses membres avaient trop enflé. Je m'arrête là pour Sajida. Mais vous entendez là très nettement, vous imaginez, et moi je le mime un peu, je le souligne, la manière qu'a eu Sajida de témoigner, de me raconter, de transmettre. Et puis, quand je lui ai demandé ce qu'il avait tenu, c'était le souvenir de son mari mort. Et donc c'est là que je me suis permis d'apporter un peu de poésie pour témoigner de ces dialogues nocturnes que Sajida pouvait avoir avec cette liberté que je me suis permis de prendre en imaginant qu'elle brodait des mots à la fenêtre, parce qu'elle me disait qu'elle parlait à des ombres, à des fantômes. Donc voilà pour encore un autre exemple. Et puis le tout dernier, c'était Dieu, les caravanes et les voitures, celui par lequel j'avais imaginé démarrer la parole de ces familles roms. Vous allez voir comment est-ce que parfois, enfin souvent, à vrai dire, dans mon écriture, la poésie vient un petit peu à la rescousse de tous ces témoignages et de cette transmission. Parce que effectivement, vous l'aurez compris, dans mon travail, Isabelle parlait d'engagement tout à l'heure. Oui, elle mettait le mot politique. Oui, aussi, forcément, c'est très politique de parler des migrants, de parler des Roms. Si on a le temps, on parlera même de mon séjour de 4 mois à Hénin-Beaumont, qui a donné ce recueil 120 jours à Hénin-Beaumont. Mais oui, effectivement, indéniablement, dès lors qu'on parle de la société, des flux migratoires, des défis de demain, c'est politique. Alors voilà, pour Dieu, les caravanes et les voitures, une écriture,
poético-documentaire. Beaucoup d'entre nous font la Manche. Moi, j'ai fait la Manche en Roumanie. Mais mes parents, ils veulent pas que je continue en France, parce qu'on est obligé d'aller tous les jours à l'école, sinon on n'a plus de caravane. Moi, j'aime pas faire la Manche. En plus, à Strasbourg, je connais du monde. Les hommes, ils garent les voitures pour quelques pièces. Ça aussi, c'est faire la Manche. Moi, j'ai fait un stage en boulangerie avec l'école. J'ai tout fait. Pain, gâteau, croissant, ménage. Puis j'ai mangé beaucoup aussi. Mes patrons, ils voulaient pas que je fasse la vente, parce que j'aurais dû parler aux clients. Ça, c'est difficile. Et puis, il fallait aussi compter vite et sans les doigts. Maman, elle voudrait que je sois assistante sociale. Mais faut pas rêver, hein. Moi, je rêve que quand je dors, sinon dans la vie, ça fait trop mal. Je voulais faire du ménage, mais je peux pas. Je suis Ulysse. C'est des classes pour les enfants comme moi qui apprennent le français. Dans ma classe Ulysse, il y a aussi 2 réfugiés syriens. J'ai obéi. J'ai avalé tout l'alphabet, et les chiffres aussi. Et la maîtresse, elle était contente de moi. Mais à la récré, quelqu'un m'a dit que tous les Ulysses étaient des handicapés. Et en vrai, je sais pas trop si les handicapés, ils peuvent avoir un vrai métier dans la vie. Handicapé, pas de métier. Handicapé, pas de métier. Bon, toute la vie, ça fait un peu long quand même. Je me demandais juste si j'allais toujours être handicapée, ou si un jour, j'allais pouvoir changer. Sinon, j'ai pensé que je pourrais abandonner mon handicap, un soir comme ça, le laisser traîner dans le bus, l'oublier comme un pull un jour d'été qu'on avait noué à sa taille et qui s'était défait sous la chaleur et l'absence. Si tu laves tes fenêtres, le ciel, il devient propre. Mais sûrement que certains, ils n'ont pas de fenêtres dans leur destin. Depuis des années, je trébuche sur ma vie. En vrai, moi, je veux juste faire le ménage et m'acheter des croissants. Oh, il n'y a pas encore eu le gong, j'ai le temps. J'ai le temps. Oui. Ah ouais. Comment? Profite. Ah oui, je et profite. profitons aussi. Ah non, je profite, vous pensez bien. Hein. Je pensais pas avoir le temps de vous parler de 120 jours à Hénin Beaumont. J'ai mis mes plus beaux lacets pour vous aujourd'hui, mes lacets bleu, blanc, rouge qui étaient de circonstance pour vous parler de cette immersion, de ce séjour. Alors là, comme le titre l'indique, c'était 4 mois. 4 mois d'observation, 4 mois de terril. C'est un peu long, hein, 4 mois. Mais en même temps, on éprouve bien le bassin minier au quotidien. Ça, c'est important pour bien saisir de quoi il s'agit. Et puis pour surtout pas rester en surface. Parce qu'en fait, c'est trop facile de rester en surface. C'est plus confortable aussi parce que ça permettrait de comprendre un certain nombre de choses. Notamment pourquoi est-ce que la ville d'Hénin Beaumont est aujourd'hui représentée et dirigée par le Front National ou le Rassemblement National. Et en passant 4 mois là-bas, on se rend compte des réalités du terrain, on se rend compte aussi de certaines subtilités, si je puis dire. Et puis, en restant en contact là-bas pendant 4 mois de la population, j'ai aussi entendu l'évolution du langage. Et ça peut être c'est révélateur d'un certain nombre de choses. Certains lycéens, là-bas, reprenaient une expression qui avait été toute faite par la mairie d'Hénin Beaumont, par le Rassemblement National. Et cette petite expression, en fait, elle était passée dans toutes les boîtes aux lettres via le journal municipal. Écrit par la municipalité, donc par le Rassemblement National. Et donc sur l'argent public, on dispose dans les petites boîtes aux lettres un bulletin d'information. Un tract, à vrai dire. Un tract qu'il est intéressant de lire puisqu'on y découvre qu'on ne peut pas dire réfugié, mais prétendu réfugié. Voilà la nouvelle expression qu'il faudra employer désormais quand on parlera des problèmes de migration. Des problèmes de migration. Il y a un problème juif, il y a un problème de la migration. Pas une question. Et là, en l'occurrence, les étudiants, les élèves, en l'occurrence, que je rencontrais, parlaient systématiquement de prétendus réfugiés, sans même se rendre compte qu'ils utilisaient une expression surprenante, et que le mot prétendu sous-entendait quelque chose d'étrange, de louche, d'une quelconque peut-être falsification de leurs paroles. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé un matin, qui fait partie de la pièce de théâtre 120 jours à Hénin Beaumont, mais je n'ai pas besoin de le lire puisque c'est bien plus vivant comme ça. Je me rendais dans un établissement scolaire pour faire un atelier. Il y a 2 mamans qui parlent ensemble. Et les mamans disent, bon, c'est le retour d'époux. Comment tu fais avec l'enfant? Moi, je shampouine, je cherche les larves. Et toi?
Bah, moi, je rase un bon coup, comme ça, c'est plus direct, c'est plus simple. Donc, elles s'échangent, voilà, les conseils de maman. Il y a une troisième maman qui les rejoint. Il est 7h55. Ma journée n'a pas encore vraiment commencé. Je m'attendais pas à tant de violence dès le matin. 7h55, mais j'ouvre déjà grand mes oreilles. La troisième maman se rapproche et elle dit, attendez, vous n'y êtes pas du tout. Cette année, c'est les fameux poux marocains. Ils sont beaucoup plus coriaces. Oui, mais merci. Voilà. Alors sinon, on a aussi les deux voisins, toujours dans la langue, le langage courant. Qu'est-ce que ça trahit? On a deux voisins à Hénin-Beaumont. Un qui a des poules dans son jardin et l'autre qui a un coq et des poules. Vous voyez déjà le problème. Vous l'avez compris. Et un jour, le coq, le gong, le coq passe chez le voisin et va voir les poules. Bon, faut pas un dessin, un coq, poule, ce qui devait arriver arriva, voilà. Et puis le voisin rentre et il voit le coq du voisin chez lui. C'est pas possible. Il va s'adresser à son voisin et il dit, attendez, il est hors de question que votre coq musulman fricote avec mes poules. Alors l'histoire ne m'a pas dit si l'omelette était halal derrière, ça je ne peux pas vous dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est des petites trahisons du quotidien, et quand on en arrive là dans la langue, on a déjà eu des expériences de travestissement de la langue, c'est qu'on est déjà allé peut-être un peu trop loin dans cette expérience. Donc c'est ce que je raconte dans 120 jours à Hénin-Beaumont. Ce qui m'a particulièrement intriguée et que je retranscris in extenso, il y a des vrais morceaux dedans, des vrais morceaux. Et donc il y a notamment au tout début la charte Ma commune sans migrants. Alors je n'ai rien enlevé, je l'ai laissé in extenso. C'est une charte qui a été rédigée par Steve Briouat et qui propose en une dizaine de points un projet de ville sans aucun migrant. Quand je dis 100, c'est pas le chiffre 100, hein, c'est bien sans aucun migrant. Alors ce qui est un peu intriguant, c'est que cette charte a été adoptée, ça ce n'est pas intriguant, mais ce qui est intriguant, c'est les gens qui ont voté pour. Il y a 35 personnes au conseil municipal d'Hénin-Beaumont et il y a 29 élus Rassemblement National. Et 6 d'opposition. Donc les 6 d'opposition ont voté non, les 29 ont voté pour. Mais parmi les 29, l'un d'entre eux, qui est mon préféré, s'appelle Monsieur Šturek. Monsieur Šturek, ça s'écrit S-Z-C-Z-U-R-E-K. Sa grand-mère qui est venue de Pologne à Hénin-Beaumont, qui portait un fichu et qui parlait pas un mot de français il y a encore une 60aine d'années. Et Monsieur Šturek, je sais pas si vous connaissez un peu le polonais, mais ek, ça veut dire petit. Et Štur, ça veut dire rat. Ça, c'est juste pour la racine étymologique. Hein. Comme on est la maison des sciences humaines, je me permets de faire un peu d'étymologie. Donc, Monsieur Petit Rat, ou Monsieur Šturek, n'a pas hésité à voter pour une commune sans migrants, avec une amnésie qui, moi, m'a laissé sans voix. Donc voilà, j'ai retranscrit mot à mot la charte Ma commune sans migrants. Et puis après, je suis allée à la rencontre des élèves primo-arrivants de la ville, puisque c'est pas parce que vous mettez en place une charte à l'échelle municipale, que tout ce qui se passe au niveau ministériel pour les collèges gérés par le département ou les lycées gérés par la région, qu'il y aura une quelconque interférence. Donc là, c'est un peu surprenant, parce que Ma commune sans migrants, et moi, je fais un projet avec les primo-arrivants là-bas. Et je vais vous faire entendre la pièce. J'aime beaucoup faire entendre la pièce parce qu'en fait, elle a été censurée. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que le jour de la représentation de la pièce que j'ai écrite avec les élèves primo-arrivants d'Hénin-Beaumont et d'autres élèves de 3e du collège Gérard Philippe, le jour même, le proviseur est venu, il avait clairement eu des menaces, et il m'a dit, écoutez, il faudrait juste que vous enleviez cette phrase, et cette phrase, et cette phrase. Oui, mais monsieur le proviseur, je peux pas, comment ça s'appelle ça? Ah, c'est de la coupe. Non, monsieur le proviseur, c'est en 7 lettres. Vous y êtes presque, ça commence par un C, mais ce n'est pas de la coupe, c'est de la censure. Alors, j'ai dû censurer cette pièce. Aujourd'hui, comme nous ne sommes pas censurés, je me permets de vous faire entendre le texte qui a posé le plus de soucis. C'est le portrait du petit Omar que j'ai rencontré. J'habite à Hénin-Beaumont, et pourtant je suis migrant. Normalement, ça n'est pas possible d'accueillir des gens comme moi ici. Parce que les gens comme moi doivent sûrement être dangereux, ou fous, ou violents. Moi, c'est plutôt l'inverse, voyez. C'est les autres qui me font peur. Et en vrai, surtout, je sais pas si j'ai jamais fait peur à quelqu'un, moi. Non, celle qui me fait vraiment peur, c'est Marine Le Pen. Je préférerais plutôt changer de programme politique et mettre la paix éternelle dans le monde. Moi, président, je propose un monde sans racisme, sans guerre, avec plus de liberté. Et pour ça, il faut juste que je finisse mes études. Mais ça va aller vite, hein, parce que je parle de mieux en mieux français, et puis je suis en 5e déjà. Mais en vrai, je voudrais plutôt être footballeur. Alors si quelqu'un d'autre veut bien sauver le monde, moi je serais sans ministre des Sports, tiens.
Voilà le témoignage de Omar, qui a donc été allègrement découpé. Ce que vous apercevez en face, c'est le portrait qui a été réalisé par un élève de 3e, français, des Nains Beaumont. En fait, tous les élèves se sont prêtés au jeu de réaliser le portrait de leurs camarades. Et on en a fait voilà, une pièce qui a été quelque peu ramenuisée, diminuée. Voilà, je m'arrête là, non? Si tu veux. Ah, c'est dur. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention qui est vraiment, comme nous l'espérions, originale par sa forme et qui adresse des questions qu'on s'est souvent posées à Avenue Centrale, dans d'autres cercles aussi de cette université, et avec des questions auxquelles tu apportes des réponses sous un mode véritablement nouveau. Et nouveau en tout cas pour nous. Et donc, je donne la parole à la salle pour des besoins d'information, des questions, oui.